ont été évoquées. C'est tout à fait possible à mettre en place. Instaurer la journée des agents, nous avons vu que nous allons le faire, poursuivre la réflexion interservice sur les thématiques transversales. Ça sera un objectif pour la prochaine année. Mais également veiller à l'accueil des nouveaux agents, au départ des agents mutés ou retraités. Un certain nombre d'autres sujets ont été évoqués et ne sont pas rapportés ici. Les outils dont nous allons avoir besoin pour atteindre ces objectifs, par exemple. Des aménagements attendus pour favoriser de meilleures conditions de travail. Certains agents ont demandé un meilleur éclairage de leur bureau, par exemple. Mais tous ces points ont été notés et seront repris pour envisager toutes les améliorations qui pourront être apportées. Nous finalisons Coucou Dominique. Nous finalisons une étape importante de ce dossier et je tiens à remercier toutes celles et ceux, agents, élus, représentants du personnel et tous les services qui se sont mobilisés de manière constructive pour aboutir à ce règlement et à cette perspective de droit. Il est donc demandé au conseil municipal d'adopter le nouveau règlement du temps de travail et d'autoriser monsieur le maire à le signer. Merci. Qui souhaite prendre la parole? Bien, dans ce cas, avant de le mettre aux voix, je voudrais une nouvelle fois souligner le travail considérable qui a été accompli. Comme vous le voyez, c'est l'ensemble des sujets qui touchent à l'organisation du travail qui ont été abordés. Et c'est grâce à cette approche globale et permanente, puisque vous avez vu qu'il y a des objectifs encore à court, à moyen terme, que nous avons pu obtenir quelque chose qui est quand même pas tout à fait spontané, c'est-à-dire une approbation unanime du comité technique paritaire qui, bien sûr, prend acte d'une obligation légale, c'est clair, mais qui derrière considère qu'il y avait moyen, et c'est la démarche que nous avons voulu entreprendre, c'est de se dire que derrière peut-être une exigence un peu plus grande, il peut y avoir aussi des organisations plus performantes, la prise en compte aussi de l'attente d'un certain nombre de personnels, et puis, comme ça a été dit plusieurs fois par Blandine, un travail aussi sur l'équité. Alors dans l'équité, c'est toujours facile de donner à celui ou à celle à qui est inéquitablement traité l'avantage, mais c'est toujours aussi plus difficile de demander à celui ou celle qui pouvait bénéficier d'un traitement plus favorable, parce que tout ça s'était sédimenté au fil des années, d'y renoncer ou de faire un pas vers l'avantage qui peut être celui de l'autre. Donc ce travail-là, on a fait de cette difficulté, qui n'était pas forcément une, mais de cette obligation en tout cas, on a voulu en faire une force, on a voulu en faire un point de débat pour être capable de co-construire. Et je me retourne quelques années en arrière et je me dis que ça n'aurait pas été aussi simple si, et je vais en profiter pour le citer encore ce soir, si notre DGS Jean-Marc Clément n'était pas venu travailler aux côtés, dans un premier temps, de Valérie comme élue, Valérie Rampon comme élue au personnel, et aujourd'hui de Blandine, et avec un témoin qui est transmis à Dominique Pierre. Donc c'est aussi l'occasion pour notre nouvelle DGS, la nouvelle organisation qui va se mettre en place prochainement, puisque nous allons accueillir un remplaçant pour Thomas Nicolas à la date du 1er juin. Nous allons accueillir un directeur des services techniques à la date du 1er juillet. Cette nouvelle organisation, aujourd'hui, là, elle a toutes les bases pour fonctionner bien et fort grâce au travail qui a été accompli sur les 1607 heures. Voilà. Je sais que c'est un sujet dont on ne parle pas souvent en fin de conseil, les questions de personnel.
J'ai toujours dit aussi que il n'était pas forcément facile d'en parler en conseil municipal. C'est pas d'en parler, mais c'est pas tout à fait une décision qui se partage autant que certaines autres, parce que à un moment donné, il y a des choix qui doivent être faits et qui sont ceux du maire ou du DGS ou de la DGS. Mais de temps en temps, quand on a un travail collectif comme celui-ci, je pense que ça valait le coup de le détailler, ça valait le coup de présenter dans quelles conditions on approche ce travail et dans quelles conditions demain on pourra remplir notre obligation légale et en plus et surtout le service aux usagers dans un contexte renouvelé. Voilà. Je pense que c'est un dossier extrêmement important et il était souhaitable et indispensable que ce soit notre première délibération ce soir. Je la mets aux voix. Qui est contre? Alors, je lever la main. Alors là, il y a quelqu'un qui est contre, mais qui n'est pas tout à fait en âge pour s'exprimer. On lui demandera son avis dans quelques années. Qui s'abstient? Merci. Et merci aussi pour les personnels qui ont donné beaucoup d'eux-mêmes dans ce travail. La deuxième délibération est toujours au rapport de Blandine Souvet, c'est la création d'un poste d'agent social dans le cadre du parcours emploi-compétences du contrat unique d'insertion. Merci, Monsieur le maire. Dans le cadre du parcours emploi-compétences, il est proposé de créer un emploi au sein du multi-accueil à compter du 23 août 2021, d'une durée initiale de 12 mois, renouvelable dans la limite de 24 mois, sous réserve bien sûr du renouvellement préalable de la convention passée entre l'employeur et le prescripteur. L'agent recruté sera rémunéré sur la base du SMIC en vigueur pour 21 heures travaillées par semaine. La collectivité bénéficiera d'une aide annuelle de l'État dans les conditions arrêtées dans le cadre de la convention avec Pôle emploi, soit entre 40 et 65% d'un poste à 21 heures hebdomadaires. Il est donc Merci. Pardon. Oui, il est donc demandé au conseil municipal de créer ce poste, d'autoriser monsieur le maire à signer la convention d'accueil et de prévoir les dépenses correspondantes au budget communal. Merci. Des demandes de parole. Valérie Bozartlec. Oui, bonjour à toutes et à tous. J'ai effectivement une question sur la création de ce poste d'agent social qui aura quand même un statut particulier, c'est un contrat unique d'insertion. Et je souhaitais savoir quel type d'accompagnement est prévu pour la personne qui va être recrutée justement en CUI, au-delà du cadre classique de l'accompagnement par les personnels. Merci. D'autres questions? Blandine. Déjà, ça va dépendre de la personne que nous allons recruter. Ça sera décidé avec elle, mais bien sûr, elle aura droit à un accompagnement personnalisé. C'est-à-dire ? Oui. C'est bon, Blandine, parce que oui, ça sera décidé à l'accueil, à l'antenne emploi avec Marie-Ève Brochet. C'est en fonction de ses qualifications et de ce qu'elle veut, de ce qu'elle souhaitera elle aussi, cette personne. J'en profite pour compléter le propos pour indiquer que dans le cadre des opérations de restructuration interne que nous allons mettre en place, au-delà d'un organigramme nouveau, Dominique Pierre ne sera plus notre directrice des affaires sociales. Nous allons donc réorganiser en partie le pôle social et permettre à un agent de très grande qualité et qui aura certainement un regard aussi sur le parcours de notre nouveau ou nouvelle recrutée, en l'occurrence Emeline Vasse, de prendre plus de responsabilités sur l'action sociale dans son ensemble et qui permettra de placer ce nouvel arrivant sous un accompagnement de première qualité. Merci de la remarque et de l'alerte. Olivier Hérault.
Juste pour compléter, merci Monsieur le maire, merci Blandine, pour compléter les propos de Blandine, c'est exactement ça, c'est-à-dire que l'idée pour nous aussi, c'est de construire avec cette personne son projet professionnel. Donc effectivement, on sera attentif dans le cadre de la crèche et au-delà, de voir quel type de formation ou d'accompagnement on pourra mettre en œuvre avec elle dans son futur professionnel. L'intérêt de ce type de poste, c'est que la personne puisse rebondir et affirmer un nouveau projet professionnel avec nous, en l'espérant avec nous. Merci et merci pour ce fond d'écran qui nous fait envie. C'est le château en chocolat chez Muscard. Ces précisions étant portées, je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je laisse aussi regarder les votes. Je ne suis pas très... Il faudra peut-être un jour qu'on ait un système de vote, mais c'est compliqué. Merci de cette unanimité. La délibération numéro 4 est la convention entre la ville de Villers et l'association familiale qui gère la ruche de Clairlieu, une participation financière. Didier Bégoin. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues du conseil municipal. Donc, comme vous le savez, donc l'association familiale de la Ruche qui organise donc tous les ans donc le centre de loisirs pour les enfants de 3 à 13 ans dans le domaine de Clairlieu. Donc, comme tous les ans, donc la ville a décidé d'apporter un soutien financier à cette association familiale de 8 000 €. C'est notamment la prise en charge donc, du financement des frais de personnel. Et donc, ça correspond à 2 agents de service pendant la période de juillet et août. Donc, on demande au conseil municipal d'accorder cette aide financière, voilà, à hauteur donc, de 4 mois de salaire pour toute charge comprise dans la limite de 8 000 €. Donc, approuver les termes de cette convention. Voilà, sachant que dans cette convention, si vous l'avez lu attentivement, voilà, donc il y a bien évidemment l'association à cette financière, et bien sûr, on engage la collectivité à mettre notamment l'entretien des terrains, donc la tonte de la pelouse notamment 3 fois par an, et de leur mettre aussi à disposition du matériel pédagogique et notamment aussi de leur mettre, si besoin, des véhicules à disposition pour emmener ces jeunes bambins villaroises et villaroises dans d'autres lieux autour de notre territoire. Voilà. Merci Didier. Des prises de parole sur ce partenariat qui est récurrent. On se félicite, je pense collectivement, que cette année, sauf vraiment très mauvaise surprise de dernière minute, la ruche puisse accomplir sa mission auprès des enfants qui ne sont pas partis en vacances. Je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. À 2 voix entre Didier Bégoin et Valérie Rampon, une convention de partenariat avec la Maison départementale de la famille. La ruche, c'est aussi la ruche, une subvention d'investissement pour l'extension et la remise en état des bâtiments. Donc, je veux bien commencer. Donc, je vous rappelle que lors du dernier conseil municipal du 29 mars, nous avions voté donc une aide de 15 000 €. Donc, cette délibération a pour objectif de mettre en place donc cette convention entre la maison départementale de la famille et donc notre collectivité. Je vous rappelle que la nature de ces travaux, c'est notamment la création d'une nouvelle salle d'activité, d'un bureau, de WC supplémentaires, notamment aussi la rénovation du secteur administratif pour permettre un meilleur accueil des familles et bien sûr pour mettre tous ces bâtiments aux normes. Et donc, il y a aussi la rénovation, ce qui va coûter un peu cher, la rénovation du réseau d'évacuation des eaux usées, et puis le remplacement dans un bâtiment de petits WC en mettant des WC un peu plus adultes pour accueillir des adolescents un peu plus grands. Je vous rappelle que la maison départementale de la famille a sollicité d'autres collectivités et on peut se réjouir que certainement la région et la caisse de l'association familiale vont aider pour ces gros travaux. Voilà, on peut s'étonner par ailleurs que d'autres collectivités, bien évidemment, ne nous aident pas. Je vous rappelle aussi que la ville a toujours aidé la maison départementale de la famille
comme l'association familiale de la Ruche d'Auperlieu. Donc là encore, c'est un nouvel exemple du soutien de notre collectivité dans le cadre de notre politique de la jeunesse. Et donc, ça va pour permettre donc à nos jeunes Villarois de s'épanouir au maximum dans un site qui est apprécié de toutes et de tous pendant la période estivale, avec donc des bâtiments qui vont être encore plus aux normes. Ils vont pouvoir s'épanouir au maximum dans un environnement donc ludique et pouvoir bien sûr bénéficier d'activités innovantes et avec, comme vous le savez, avec des animateurs qui sont toujours formés et qui sont toujours très motivés. Et puis surtout, ça me paraît essentiel, ils vont apprendre la vie en groupe. Voilà, donc cette délibération permet d'approuver cette convention, donc annexe au présent rapport, et qui donc démontre l'effort de la ville à hauteur de 15 000 €, sachant que l'investissement est d'un montant total de 421 243 € TTC. Merci Didier. Est-ce que Valérie souhaite ajouter ou compléter quelque chose? Bon, je crois que Didier a tout dit. Donc, Qui a tout dit. Y a-t-il des prises de parole? Charles-Antoine Boivin. Oui, on avait envoyé une question cette semaine pour avoir quelques précisions justement sur le plan de financement. Donc, est-ce qu'on pourra avoir un peu plus d'informations, s'il vous plaît, sur ce sujet? Alors, est-ce que quelqu'un a le détail du plan de financement? Et bien évidemment, vous savez, quand on prend un dossier à la ville de Villers, on le prend complètement et on l'étudie complètement. Donc, de ce dossier de 421 243 €, il y a notamment 20% qui sont sollicités à la région et j'ai entendu dire qu'il y avait bon espoir, notamment grâce à vous, monsieur le maire, je crois que vous êtes intervenu auprès de la région pour avoir ce financement. Il y a aussi un financement de 40% qui a été sollicité de la Caisse d'allocation familiale. Alors, c'est vrai que l'année dernière, avec la pandémie, ils n'ont pas pu attribuer d'aide encore à la maison départementale, mais normalement, ils devraient, normalement, pour la session du mois d'octobre, la CAS devrait leur déterminer une aide. Des aides à d'autres collectivités qui correspondent à peu près à 20%. Et enfin, comme tout bon dossier, bien sûr, il y a 20% de fonds propres. Voilà, est-ce que j'ai bien répondu à la question? Merci, oui, c'est très précis, je pense. D'autres questions ou prises de parole? C'est effectivement une spécificité, hein, si je puis dire, puisque l'exercice associatif, je dirais aussi proche en tout cas d'une organisation communale est relativement peu fréquent, mais c'est dans l'ADN de la ruche, hein, et un certain nombre de celles et ceux qui siègent ici ce soir, ils sont passés eux-mêmes quand ils étaient petits. Donc, c'est un succès qui ne se dément pas au fil des années et qui démontre que cette formule originale peut tenir dans la durée. Pour nous, commune, ça présente deux ou trois exigences. La première, c'est celle de considérer qu'il faut qu'on s'assure en permanence que le service qui est rendu est au niveau en termes de qualité éducative, en termes de sécurité de la prise en charge des enfants, en termes de rapport avec les familles, au niveau de ce que l'on offrirait si on avait cet accueil en direct. Et en même temps, ce qui n'est pas illogique non plus, de respecter le fait associatif et la gestion associative de cet ensemble. Ça se fait avec un subtil équilibre et dont cette subvention est le témoignage. Parce que tout à la fois, si on participe aujourd'hui à la modernisation et à l'extension des bâtiments, c'est parce que si nous en avions la responsabilité, nous aurions très probablement été conduits à prendre le même type de décision. Il y a eu quelques années, c'était la modernisation du dispositif de chauffage. Les bâtiments de la ruche ont à la fois leur âge et aussi leur formidable adaptabilité au fil des années, mais bien évidemment, l'arrivée en particulier des phénomènes caniculaires conduit forcément à réexaminer la façon dont les enfants sont accueillis. Et donc, le montant de travaux qui est aujourd'hui projeté par la ruche est important. Il était déjà en cours de
collecte avant l'arrivée de la pandémie. Et il faut aujourd'hui faire face à ces travaux. Donc, je voudrais aussi rendre hommage aux responsables de la ruche et à sa présidente qui ne compte plus, en tout cas, ne compte pas son temps et garde au fil des années un dynamisme impressionnant. Voilà. Je le mets aux voix. Pardon, Monsieur oui. le maire, avant de conclure, monsieur le maire, justement, quand vous me parlez, et j'en suis totalement conscient de la qualité de cette association familiale, de cette ruche familiale, je me permettrai de rappeler quand même qu'elle accueille des Villarois et Villaroises en priorité, comme précisé dans notre convention, mais elle accueille aussi des jeunes d'ailleurs, d'autres villes de l'agglomération. Il y a des Maxévillois, il y a des Vendopériens, il y a des Loxoviens, il y a des Nancéens. Et je pourrais penser qu'une instance, notamment l'instance départementale, aurait pu apporter son aide. Je rappellerai par le passé que le département aidait ce type d'initiative, aidait ce type d'accueil de loisirs, etc. Il me semble savoir que cette assemblée départementale aide les colonies et qu'elle ne le fait pas pour les accueils de loisirs, et nous pouvons que le regretter, surtout quand cet accueil de loisirs accueille vraiment toute une série d'importantes communes de notre territoire et de notre belle Meurthe-et-Moselle. Merci. Merci. Valérie Bozertlec. Oui, je vois que M. Bégoin est en campagne, chacun le sait, et je vois aussi qu'il considère que le conseil municipal est une tribune. Donc, je n'irai pas dans le même sens. Pour avoir une subvention, encore faut-il le demander. Et à ma connaissance, il n'y a pas eu de demande de subvention en ce sens. Donc, voilà. Ma foi, si effectivement l'association demande une subvention en investissement par rapport à son projet, donc c'est à étudier, puisque vous le savez, le département a mis en place un fonds départemental de relance en investissement qui a pour objectif justement de soutenir tous les projets en investissement qui soient portés par les communes ou intercommunalités, mais encore aussi par des associations ou dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Donc, ce projet est tout à fait éligible, encore faut-il qu'il puisse être déposé auprès du conseil départemental. Mais je ne doute pas que M. Bégoin se fera l'intermédiaire de cette réponse. Merci. Je peux relancer, monsieur le maire? Oui, je conclurai dans la sérénité. Ok, donc acte. Non, Didier. Nous sommes très contents que enfin le conseil départemental va apporter son aide à une association villaroise ou sur le territoire de Villers. Alors, vous êtes sans doute peut-être aussi, ma chère collègue, en campagne. Alors, si on parle de politique jeunesse sur le département, alors je parlerai de la politique jeunesse de la vie associative, de nos associations villaroises, où on connaît qu'ils rayonnent aussi sur le territoire, mais au-delà du territoire. Juste pour exemple, je donnerai par exemple le Villers Handball. Je rappellerai juste que la collectivité leur attribue 31 000 € de subvention en direct, près de 73 000 € en indirect, fait un investissement de 300 000 € et que dans le cadre de la politique jeunesse qu'a le département donne la somme considérable d'un peu plus de 3 000 €. Donc, c'est vrai qu'on peut comparer l'action qui est faite par les uns et par les autres. Merci. Et je pourrais bien sûr donner beaucoup d'autres exemples du peu d'aide du département. Merci. Merci Valérie Bozertlec. Et après, j'annonce ma conclusion. Il faut prendre le micro. Excusez-moi. Oui, je pense que ce n'est pas le lieu ici, mais je compte sur Monsieur le maire pour effectivement rappeler les choses sur ce point. Et puis, j'invite tout simplement Monsieur Bégoin à lire avec beaucoup d'attention notre deuxième tract cantonal, puisqu'il est à fond dans la campagne. Bien, de ce point de vue-là, je peux renvoyer dos à dos les protagonistes. Je ne pense pas avoir ouvert les hostilités. Et je ne pense pas utiliser le conseil municipal comme une tribune. Voilà, je sais rester à ma place quand je suis conseillère municipale. Oui, à longueur des échanges, enfin bref. Je pense qu'on doit pouvoir en tout cas se retrouver sur le projet de la ruche. Force est de constater,
d'une manière générale, qu'on le veuille ou non, et comme Didier l'a rappelé, que l'équilibre autour de la ruche reste quelque chose de fragile. Et que c'est vrai que dans la globalité des financeurs et des financements, et je le dis, on a évoqué les communes qui ont parfois participer plus activement. Aujourd'hui, on a une tarification qui est différenciée selon qu'on est un enfant, un jeune d'un jeune Villarois ou non Villarois. J'y tiens beaucoup. J'y tiens beaucoup parce que il est quand même logique que l'usager soit moins sollicité lorsqu'il est par ailleurs contribuable et qu'il a participé à cet effort de financement. Donc, il y a une différenciation qui est modérée aussi, qui permet aussi à toutes les bourses et à tous les enfants d'aller à la ruche. Je crois qu'il faut qu'on réfléchisse globalement à ce modèle économique pour les années à venir, et tous les financeurs y seront bienvenus. Je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Faites-le en levant la main si nécessaire. Merci pour eux, et merci pour Nicolas Selvanayagon et Madame Zigrand, que je salue. Pardon, je me suis perdu. Bernard Manjol, convention de partenariat avec l'association La Vigne de Saint-Fiacre, à consommer avec modération, mais avec un investissement bien nécessaire. Allons-y. La délibération numéro 4 du 29 mars dernier était très riche parce qu'on y avait notamment voté une attribution de fonctionnement de 500 € pour l'association de La Vigne de Saint-Fiacre. Alors, moi-même, j'ai découvert cette association uniquement en prenant ma délégation. Donc, je vais vous permettre quelques petits rappels. Donc, c'est une association qui a été créée à l'initiative de Michel Ernevin, qui organise les balades villaroises. Et donc, dans le cadre de ces balades, il a vu une parcelle dite du jardin de l'instituteur qui était plantée en vigne et qui était un peu à l'abandon. Donc ça, c'est à l'automne 2018. Donc, il a réagi relativement rapidement pour créer son association de la vigne pour entretenir cette parcelle et la valoriser en décembre. Alors, quand ils ont commencé à regarder de plus près, il s'est avéré que les vignes étaient en trop grand état d'abandon. Donc, ils ont décidé de tout arracher, de replanter 300 cèpes nouveaux. Donc, de l'auxerrois, du pinot noir, du muscat, ce qui a été fait donc, au printemps de l'année dernière, en 2020. Alors, suite à cette plantation, il a intéressé le lycée Stanislas, en particulier les classes hôtelières, qui ont décidé de passer une convention avec l'association pour permettre aux jeunes de découvrir le cycle de vie de la vigne, les façons de cultiver la vigne. Et donc, 2 enseignantes ont amené des classes qui ont regardé ce qui se faisait, qui ont même aidé à tutorer les plants au printemps dernier. Alors là, à l'automne, ils ont commencé donc à tutorer. Et au printemps, à la pousse, ils ont décidé de tailler et de palisser les vignes. Donc, ils ont besoin de matériel pour ça. Alors, ils ont demandé à la commune de prendre en charge l'investissement correspondant, parce que la vigne est propriété de la commune, effectivement, et de considérer ça comme une avance sur les subventions des années 2022 et 2023. Donc, pour faire ça, on a décidé d'établir une convention de partenariat avec cette association qui est en annexe de cette délibération. Donc, dans ce cas, il est demandé au conseil municipal d'annuler la subvention de fonctionnement qu'on a votée donc, le 29 mars dernier et d'approuver la convention annexée au présent rapport établie entre la ville de Villers-lès-Nancy et l'association Saint-Fiacre et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte relatif à cette délibération. Parole ou c'est une main qui n'est pas redescendue? Non, c'est une demande de parole. D'accord, Valérie Bozerlet.
Oui, alors effectivement, le projet que porte l'association La Vigne de Saint-Fiacre est un projet qui est très, très valorisant pour notre commune, et notamment par rapport à son patrimoine historique et naturel. Maintenant, pour revenir sur cette convention en particulier, je suis assez surprise et à vrai dire, je ne comprends pas tout. Je suis surprise par le montage et l'organisation financière de ce projet, parce qu'au final, il ne s'agit plus vraiment de subvention, mais bien une forme de prêt recouvert par, on va dire, du fonctionnement qui viendrait pour rembourser ce prêt. Enfin, c'est quand même quelque chose d'assez surprenant. Et puis, ce qui me surprend aussi, c'est le fait d'abroger le versement d'une subvention en fonctionnement parce qu'il y a une subvention en investissement. Donc, moi, c'est la première fois que je vois ce type d'avenant à une convention. Cela me surprend quand même beaucoup. Et du coup, je vous pose la question, pourquoi il y a cette décision qui n'est pas si claire que cela quand on regarde le tableau d'amortissement qui revient finalement à ne pas dire que l'on verse du fonctionnement. Enfin voilà, moi j'aimerais avoir des éléments complémentaires par rapport à cet avenant. Merci. La réponse en est extrêmement simple. Quand on n'a pas d'argent, il faut avoir des idées. Ou plus exactement, un chou et un chou, comme disait mon grand-père qui n'était pas auvergnat. Et comme un chou est un chou, toutes les fois, et nos associations le savent, et elles sont extrêmement sensibilisées à cette question, et même pour des petites sommes, toutes les fois qu'elles peuvent, que le soutien qu'elles sollicitent correspond à un investissement qu'elles vont réaliser, eh bien, il est infiniment préférable. Alors, j'illustre souvent mon propos en disant que 1 euro d'investissement coûte à peu près 10 fois moins cher qu'1 euro de fonctionnement. C'est à peu près ça. Et donc, il est hautement souhaitable, toutes les fois qu'on le peut, de qualifier une subvention de subvention d'investissement, de qualifier une dépense de dépense d'investissement et de la sortir de la section de fonctionnement. C'est 500 €, oui, c'est 500 €. Et c'est comme ça qu'on vit. Et c'est comme ça qu'on arrive à finaliser nos budgets dans la parfaite régularité budgétaire. Il n'y a absolument aucun problème par rapport à ça. On désaffecte 500 € qui étaient inscrits au budget en dépenses de fonctionnement à la plus proche DM pour réinscrire 500 € en investissement, soit techniquement, c'est relativement basique, si je puis me permettre, et ça nous fait du bien. Et je voudrais saluer la démarche de l'association elle-même, qui est venue nous signaler ça, qui est venue nous signaler qu'il y avait une opportunité de consacrer cet argent à de l'investissement, corrélativement à l'inscrire de la sorte. Et donc, on a choisi de faire ça. Alors, ça fait un petit peu de papier, mais à la fin de l'année, ça fait un peu plus de sous. Je le mets aux voix. Je ne le mets pas aux voix parce que je voudrais ajouter un certain nombre de choses. La démarche qui a été entreprise par l'association La Vigne de Saint-Fiacre est une très belle démarche. C'est une démarche qui parle aux gens parce qu'elle nous permet de retrouver notre histoire, de retrouver nos traditions et de replacer Villers dans le mouvement, dans le rôle que ce village avait dans la métropole de l'époque, qui n'était pas une métropole. À partir de là, quand certains sont venus nous parler de ce projet, on leur a dit, vous savez, on n'a pas de sous. Et on n'aura pas de sous parce qu'on consacre nos sous, en tout cas l'essentiel de nos sous, à des missions de service public absolument nécessaires et on ne peut pas vraiment s'offrir de superflu. Ils ont dit, c'est pas grave, nous aurons de l'imagination, nous aurons des bras, nous aurons de la bonne volonté et on renversera les montagnes qui
qui peuplent la parcelle en question, puisque elle n'est pas forcément située au bon endroit pour faire de la randonnée conti, mais en revanche, la pente est intéressante et rend les choses extrêmement difficiles quand on les voit travailler avec le soc de la charrue à bras. C'est pas facile. Et donc, je dirais d'ailleurs, ce soutien est plutôt un soutien symbolique qu'autre chose. Ils ont réussi à trouver nombre de bénévoles, des bras, mais aussi des compétences, puisqu'ils ont pu aussi s'entourer de compétences vinicoles avec des gens qui sont des professionnels et qui travaillent avec eux, je dirais, gratis pro deo et uniquement pour le plaisir de relancer cette micro-activité et peut-être dans quelques années d'avoir la première cuvée. Donc, au-delà du rappel de modération que je formule, je voudrais vraiment les féliciter. Ils travaillent même quand il ne fait pas beau, et quand il ne fait pas beau, la terre est moins dure, ça les arrange aussi. Je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Nous allons... Pardon. Oui, pardon. Oui, pardon. D'accord. Au niveau Abstention, du Liberté donc. solidaire, mais je souhaite apporter une explication à cette abstention. Oui, parce que je pense que ça mérite explication, en effet. Tout à fait. Tout à fait. Je ne veux pas qu'on se méprenne sur le sens de notre vote, puisque effectivement, nous sommes persuadés les uns les autres que c'est un excellent projet, un projet porté par une association composée de femmes et d'hommes qui n'hésitent pas à retrousser les manches. Et on sait que la terre est difficile à travailler. Et au regard du résultat, déjà du premier résultat, c'est quand même très conséquent. Et cela contribue, comme vous l'avez d'ailleurs très justement souligné, monsieur le maire, à valoriser vraiment nos espaces naturels sur Villers-lès-Nancy. À ce titre, voilà, nous aurions préféré que la commune abonde au niveau de ce budget en investissement, pas au détriment d'une subvention en fonctionnement, parce que cela contribue très, très concrètement, effectivement, à valoriser nos espaces, d'autant plus qu'il y a un sentier pédestre à proximité, et je pense que voilà, ce serait tout à l'honneur de la ville d'y contribuer également. C'est le sens de notre abstention. Vous me permettrez de vous dire que je n'ai absolument rien compris, puisqu'il n'a rien été enlevé à l'association. Plus exactement, je souhaite expliquer pour que tout à chacun comprenne bien ce que j'ai indiqué, qu'il n'est absolument rien retiré à l'association, qu'il est juste financé, que le process de financement est simplement plus vertueux et plus économe pour nous, et que c'est la façon pour faire du bon vin, il faut durer. Et que la façon de durer, c'est de le faire intelligemment. Voilà, je crois que c'est ce que j'avais expliqué. Donc, il n'est absolument rien enlevé à l'association. Et on aura bien besoin de ces économies pour précisément financer les réfections du Sentier de la Justice qui vont nous coûter entre 20 000 et 30 000 euros. Et croyez-moi, ça n'est pas facile. Merci. La délibération numéro 7 est au rapport de Valérie Rampon et Stéphane Klopp dans l'ordre qu'ils souhaiteront, avec une subvention, là aussi, d'investissement versée pour la réhabilitation du château de Brabois. Donc, engagée dans une démarche en faveur du développement durable, la commune veille à prendre soin des écosystèmes naturels qui sont présents sur son territoire. Et donc, sur le site du château de Brabois, le CAPS et la métropole ont convenu d'un ambitieux projet de réhabilitation de hauts lieux du patrimoine villarois. Dans le cadre de son projet de création d'un carrefour inclusif et de lien social tourné vers l'hôtellerie et la restauration, le CAP investit ainsi dans ce programme à hauteur de 5 511 500 € hors taxes. Un ESAT, donc établissement et services d'aide par le travail, sera gestionnaire des différents services qui seront proposés. Donc le CAP a sollicité le soutien de notre commune de manière globale sur le site, des mesures compensatoires au bénéfice des espèces protégées identifiées sur le château et ses annexes. En effet, à l'occasion d'études d'aménagement, une importante colonie d'hirondelles a été découverte sur le site. C'est une espèce protégée. Une mesure compensatoire a été mise en place avec l'implantation de 26 nouveaux nids d'hirondelles dans les bâtiments de l'Éperon de Nancy, situés en grande partie sur le territoire de Villers. D'autres actions de préservation de la faune sont également programmées.
Cette opération a un coût chiffré à 76 000 €, incluant également les études et le suivi scientifique des populations sur plusieurs années. Donc, par délibération du 29 mars 2021, délibération numéro 4, le conseil municipal avait voté l'attribution d'une subvention d'investissement au profit du CAPS pour un montant de 5 000 €. Il est proposé d'approuver les conditions et modalités de versement de la subvention d'investissement formalisée par la convention qui est jointe au rapport. La convention prendra effet à compter de la date de sa signature jusqu'au versement du solde de la subvention. Vu la délibération numéro 4 donc du 29 mars, vu la convention annexée au présent rapport, vu l'avis de la commission des finances du 6 mai 2021, il est donc demandé au conseil municipal d'approuver la convention annexée établie entre la ville et le CAPS. Et je laisse la parole à Stéphane qui pourra apporter d'autres informations sur ce sujet. Donc, effectivement, la somme de 76 000 € de mesures compensatoires peut paraître importante, mais il y a eu plusieurs espèces découvertes au cours de ces études, à savoir donc les hirondelles de cheminée, les hirondelles de fenêtre, les martinets, et au niveau des chauves-souris, des petits rhinolophes et des pipistrelles. Donc, il y a eu un travail important qui a été fait pour les chauves-souris sur le château, et effectivement, un travail aussi pour déplacer la colonie d'hirondelles du château vers les écuries, avec tout un dispositif aussi sonore pour essayer d'attirer les oiseaux vers les nouveaux nids et puis laisser la façade du château pouvoir être remise en état au cours des travaux. Donc tout ça, ça poursuit l'activité de la municipalité en faveur de la biodiversité, lancée depuis 2014, avec déjà la mare pédagogique qui avait été faite pour les grenouilles rousses en 2015, toutes les démarches de fauchage tardif, d'arrêt des pesticides en faveur des insectes et des oiseaux. Et puis aussi, donc, plus récemment, l'engagement de la commune à protéger le plateau de Villers en faveur des orchidées, des alouettes, des pygrièches et d'autres espèces emblématiques. Cette protection qui, à l'origine, concernait 39 hectares, finalement aboutit à une protection de 53 hectares sur l'ensemble de la commune. Voilà, donc on prouve encore une fois notre attachement à la biodiversité de Villers-les-Nancy. Et c'était l'occasion aussi pour redire que la biodiversité est toujours dans nos préoccupations, comme ça l'a été par exemple dans l'étude pour le projet Batigère rue de Bersigny, où des préconisations ont été faites pour englober la biodiversité dans le projet, notamment en créant des zones d'hivernage supplémentaires pour les salamandres. Un projet qui, je le rappelle, avait été soutenu par Flore 54, qui est une grosse fédération d'associations de protection de l'environnement sur la Meurthe-et-Moselle. Merci. Des demandes de parole? Non, s'il n'y en a pas. S'il vous plaît, oui, merci, monsieur le maire. Simplement, je voudrais avoir une précision, je ne sais pas si elle est possible, parce qu'on parle de la faune et d'hirondelles de cheminée, et je voudrais rappeler que nous étions, disons, fortement mobilisés avec un adjoint de Vendeuvre, dénommé Manu Donati, pour préserver un manteau de cheminée, comme ces hirondelles du même nom. Et j'aimerais bien savoir si ce manteau de cheminée sera préservé par l'association donnée. Et puis, il y avait un escalier à vis du 16e. Alors, je suis un peu roboratif avec ces choses, mais je pense que c'est en le répétant souvent qu'on peut avoir l'assurance que les choses qui s'étaient engagées continuent bien et les biens préservés au niveau du patrimoine. Merci, monsieur le maire. Merci, même si on peut considérer que le lien entre l'hirondelle de cheminée et la cheminée est légèrement tiré par les cheveux, je vais essayer de répondre à cette question. Bien évidemment, et dans la parfaite continuité de ce point de vue des municipalités, tous ces éléments patrimoniaux ont été signalés et dûment suivi par la métropole qui est propriétaire du château de Brabois. Je crois avoir compris, mais je vais m'assurer de cette vérification, que l'option qui a été prise est de les
conservés, mais non pas sous une forme de réutilisation. Donc, en clair, c'est de les protéger derrière des éléments plus modernes et plus fonctionnels, ce qui assure la pérennité de ces éléments architecturaux sans poser de problèmes excessifs au fonctionnement du moderne exigé là aussi par d'autres normes. Les normes se contredisent quelquefois au niveau du fonctionnement de la partie CAPS. Mais je vais m'en assurer, mais pour moi, c'est la dernière information que j'avais et je crois que c'est celle qui figure dans le permis de construire que nous avons délivré conjointement avec la commune de Vendeuvre qui héberge une petite partie du château de Brabois, tout comme elle héberge une petite partie des écuries de l'Éperon. Merci, monsieur le maire, parce que je ne voudrais pas que ça se retrouve sur Boncoin en vente. Merci. Oui, c'est arrivé. Quelques mots sur ce dossier. C'est un dossier un peu exceptionnel dans la mesure où le CAPS est porteur d'un projet d'intérêt général et où les dispositifs rendus nécessaires par la protection des hirondelles que nous avons signalés conjointement avec nos voisins de Vendeuvre sont importants puisque le coût total de l'opération est de 76 000 euros et donc nous avons considéré qu'il fallait donner un signe en ce sens. Je l'indique parce que il ne faut pas que ça crée non plus de droit au dédommagement. Aujourd'hui, n'importe quel preneur privé, public, quel qu'il soit, doit tenir compte des préconisations et des surcoûts éventuels que ces préconisations environnementales peuvent entraîner. Là, nous avons voulu vraiment marquer un coup de chapeau parce que le CAPS a vraiment extrêmement bien réagi sur la façon de mettre en place cette protection. Je ne suis pas un très grand expert ornithologique, mais je comprends que ces espèces sont réellement rares et méritent cette protection. Les travaux avancent bien. Et on peut espérer effectivement avoir un château en état de marche prochainement. Je pense que c'est une nouvelle dont tout le monde se félicitera et cette petite participation nous permet aussi de le rappeler. Merci aussi à Stéphane d'avoir rappelé le travail de fond qui est conduit depuis maintenant de nombreuses années sous sa responsabilité. Je le mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient? Merci. Au rapport de Valérie Rampon, la constitution d'un groupement de commandes pour l'entretien des terrains de sport. Ils reviennent. Délibération. Voilà. Donc, selon le Code de la commande publique et le Code général des collectivités territoriales, dispose que des groupements de commandes entre plusieurs entités publiques peuvent être constitués. Donc, les groupements de commandes visent tout à la fois à obtenir de meilleurs tarifs, à favoriser la concurrence et à mutualiser les procédures de marché. Donc, conformément à l'article du CCP, donc le Code de la commande publique, tout groupement fait l'objet d'une convention constitutive qui en définit les modalités de fonctionnement, en désignant notamment un des membres du groupement comme le coordinateur, pour procéder dans le respect du droit positif à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection d'un ou plusieurs contractants. Donc, en 2017, les villes d'Elcourt, Haudemont et Lutz se sont associées pour mutualiser leur marché d'entretien de leur terrain de sport. Ce marché va arriver à échéance le 3 juin 2021. Les communes de Fléville-Devant-Nancy, Richerménil et Villers-lès-Nancy ont des besoins similaires concernant l'entretien de leur terrain de sport. Leurs marchés actuels arrivant à leur terme ou étant achevés, elles souhaitent adhérer à ce nouveau groupement de commandes. Cette convergence des besoins, de la contractualisation, est une opportunité de constituer un nouveau groupement de commandes et ainsi de réaliser de potentielles économies d'échelle. La ville de Lutz se propose d'être le coordinateur du groupement de commandes et de gérer toute la procédure de la constitution du dossier de consultation
à la notification du marché. Par ailleurs, merci. Par ailleurs, il est proposé de mutualiser les frais de publicité entre les communes membres du groupement. Le coordinateur prendra les frais à sa charge dans un premier temps, les factures aux communes membres du groupement dans un second temps, les refacturera dans un second temps aux communes membres. La répartition se fera au prorata de la population de chaque commune membre au 1er janvier 2020 par rapport à la population de l'ensemble des communes. La formule de calcul sera la suivante. La participation sera égale au coût global multiplié par la population de la commune membre divisé par la population totale de l'ensemble des communes qui vont adhérer à ce groupement de commandes. Compte tenu du montant prévisionnel global des marchés, ensemble des membres du groupement, la procédure sera un appel d'offres ouvert. Par conséquent, l'examen des dossiers de candidature et le classement des offres reçues reviendront à la commission d'appel d'offres de la ville de Lutre. Les autres membres pourront bien évidemment participer aux réunions de la commission en qualité de membres consultatifs. Le marché sera conclu pour une durée de 12 mois à partir de la date de notification. Il sera renouvelable tacitement 3 fois maximum, soit une durée globale de 4 ans. Chaque membre se chargera de l'exécution financière et technique du marché pour les parties les concernant et selon les dispositions des pièces du marché. Après avis des commissions compétentes, il est demandé au conseil municipal d'approuver la constitution d'un groupement de commandes, de décider de l'adhésion de la ville de Villers-lès-Nancy à ce groupement de commandes pour l'entretien des terrains de sport, d'accepter que la ville de Lutre soit désignée coordinateur du dit groupement, d'accepter la participation financière de la commune, bien évidemment, à cette convention pour la partie qui lui incombera, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer l'acte constitutif du groupement de commandes et tout autre document nécessaire, d'autoriser monsieur le maire de la ville de Lutre ou son représentant à signer le marché et à notifier le marché ainsi que tous les documents nécessaires à sa passation au nom et pour le compte de la commune de Villers. Bien évidemment, les crédits seront prévus au budget de notre commune. Merci Valérie. Des commentaires? Non, il n'y en a pas. Merci. Voilà une autre façon de compter ses sous et d'être plus efficace. Nous avions déjà, avec les communes de Fléville et Richard-Ménil, une belle équipe de handball féminin en commun avec de surcroît la ville de Flavigny. Nous avons maintenant un groupement de commandes sur l'entretien des terrains de sport. Je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Cession d'un garage rue de la République, acte 2, au rapport de Valérie Rampon. Nous modifions notre procédure, là aussi, on s'adapte. Donc, pour rappel, en délibération du 25 janvier 2021, le conseil municipal avait acté la vente d'un garage situé rue de la République à Villers-lès-Nancy pour un montant minimal de 8 000 €, qui était l'estimation des domaines. Et donc, afin d'optimiser la vente de ce bien, la ville a décidé de mandater l'office notarial Stanislas de Nancy afin de mettre aux enchères la vente du garage via le service Internet IMO Interactif. Donc, dans ce cadre, le notaire sera notamment chargé de l'élaboration du dossier de mise en vente, d'assurer la campagne publicitaire sur différents sites, d'organiser les visites groupées, de valider les demandes de participation, de réceptionner les offres et de formaliser la vente avec l'acquéreur. Les honoraires de négociation de départ sont fixés à 1 000 €. Ils seront recalculés en fonction de l'offre retenue par la ville, puisqu'il y a une part qui est calculée sur le montant de la vente. Le paiement des honoraires de négociation, des frais de publicité et de mise en vente sera supporté par l'acquéreur et effectué comptant le jour de la signature de l'acte de vente. Par ailleurs, compte tenu des frais de réalisation du diagnostic amiante, il convient de revoir le prix minimal de vente à la somme de 8 342 €, correspondant donc à l'estimation des France Domaine et aux frais qui ont été engagés pour la réalisation de ce diagnostic et qui ne doivent pas être portés par notre commune.
Après avis des commissions compétentes, il est demandé au Conseil d'acter le principe de la cession du garage pour un montant minimal de 8 342 €, d'acter le principe de la vente aux enchères électroniques et d'autoriser Monsieur le maire à accomplir les formalités d'usage liées à cette opération de cession et de signer tous les documents à intervenir avec l'acquéreur. Merci. Des prises de parole? Non. Merci. C'est la même chose. Exactement la même chose. C'est une petite recette de poche qui nous indique que nous pouvons avoir l'espoir de dépasser relativement significativement l'évaluation des domaines. Eh bien, on le fait parce qu'il faut aller chercher en permanence ce type de recette là aussi. Nous avons, pour ce qui nous concerne, pris l'engagement de ne pas toucher aux impôts et nous n'avons pas l'intention de revenir dessus. Je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Réitération de garantie financière suite au réaménagement de prêt des MMH. J'invite à ne pas forcément détailler toute la délibération. Donc, effectivement, nous étions garants d'un emprunt qui a été effectué par MMH, qui a souhaité renégocier cet emprunt vu que les taux de crédit ont largement diminué. Et donc, comme nous sommes garants, bien évidemment, nous devons nous positionner sur ce, pas nouvel emprunt, mais réajustement d'emprunt à un taux plus avantageux pour MMH. Donc, il est demandé au conseil municipal, effectivement, d'accepter de nous porter garant pour cet emprunt renégocié qui va permettre également à MMH de faire quelques économies par rapport aux intérêts liés à cet emprunt. Merci. Qui pourra le plus, pourra le moins. Je pense qu'il n'y a pas de commentaire particulier. Qui est contre? Ah, pardon, Valérie Bozertlak. Oui, non, simplement pour dire que nous serons favorables, mais par contre, je ne prends pas part au vote ma qualité de présidente. Tout à fait, merci. Effectivement, j'aurais dû y penser. Donc, parmi ceux qui participent au vote, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Créance éteinte en 2021. Dès que j'ai la... Voilà. Il y a des petits temps de latence, désolé. Voilà. Le temps que ça arrive. Allez, du bas jusqu'en haut. Donc, la trésorerie de Vendeuvre et Nancy nous a transmis, donc, suite à une commission de surendettement, une créance pour un montant de 230,83 €. Et donc, il est demandé au conseil municipal de prendre acte de cette décision, que nous n'avons pas d'autre choix, et donc d'inscrire les sommes en créance éteinte en dépenses de la section de fonctionnement, article 65-42. Donc, il est demandé au conseil municipal, effectivement, de prendre acte de cette décision et de prendre acte de l'inscription de ces créances éteintes en dépenses de fonctionnement. Merci. Cette fois, je pense qu'il n'y a pas de prise de parole ni de potentiel conflit d'intérêts, donc je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. L'ordre du jour est épuisé. En revanche, nous avons été saisis, alors hors du délai formel de la question au conseil municipal, mais notre règlement permet de revenir sur le sujet d'une demande de question en conseil municipal par le groupe d'opposition portant sur les travaux de l'avenue de la Libération et de l'avenue Général Leclerc, voilà, pardon. Je vous invite donc à formuler la question en indiquant que ça n'est pas formellement un débat, que donc il y aura une question et que nous y apporterons, Gérard Paltz et moi, une réponse. D'accord, nous vous remercions. Donc, c'est moi qui vais aborder cette question à la demande de plusieurs de nos concitoyens. Donc, c'est au sujet du rond-point boulevard Quatennens dont les travaux ont commencé. Et donc, la question va se décomposer en plusieurs sous-questions. Nous voudrions donc connaître le coût pour le contribuable métropolitain ainsi que les indicateurs précis permettant d'attester que ce rond-point est efficace en remplacement des feux précédents. Avec le test, a-t-il été envisagé à un moment ou à un autre de ne pas faire le rond-point?
Y a-t-il moins d'accidents? Quels sont les indicateurs précis qui permettent de la tester? Y a-t-il plus de fluidité? C'était beaucoup évoqué. Quels sont les indicateurs précis, là aussi, permettant de la tester? Et enfin, sur le sujet préoccupant de la sécurité des piétons et des cyclistes, qui est beaucoup remonté, comment celui-ci sera garanti? Comment cette sécurité sera garantie? Cette question a été nécessairement travaillée avec les élus, les services métropolitains, mais les associations d'usagers, notamment Eden, particulièrement compétentes en la matière, ont-elles été associées à la réflexion? Et enfin, des habitants sont inquiets par rapport à la disparition des arbres sur le secteur. Pouvez-vous les rassurer à ce sujet également? Et pour terminer, vous invitez les habitants de Villers à assister à une réunion le 29 mai pour faire entendre leur voix. Pourriez-vous préciser comment leurs remarques seront prises en compte à cette occasion? Je vous remercie. Gérard Pals. Oui, je vais d'abord, Monsieur le maire, apporter quelques explications peut-être et précisions sur l'aspect technique. Donc, ce chantier, comme je dirais, est plutôt pour moi, c'est 3 chantiers en un. Le premier concerne les travaux de GRDF, ces travaux de GRDF qui ont commencé, qui sont là du 10 mai au 16 juillet à peu près. Donc, en quoi consiste-t-il? C'est la modernisation du réseau de distribution et c'est surtout la mise aux normes. On a des problèmes de sécurité sur, j'allais dire, sur les branchements et surtout les tuyaux, j'allais dire en règle générale, sur ces réseaux qui sont très vétustes, qui sont à risque et on a impérativement besoin de remettre tout ça aux normes. Donc ça, c'est l'aspect GRDF. Et puis en complément sur l'aspect GRDF, ça va nous permettre de positionner des coffrets de gaz qui seront en limite de propriété et également l'installation de robinets de coupure. Tout ça, c'est de la sécurité au sens large et je pense qu'il faut qu'on y aille de plus en plus. Ça, c'est le premier volet, le premier aspect. Lorsqu'on a décidé de ce rond-point, de ce giratoire, donc on a revu avec GRDF pour que ces travaux soient faits maintenant, car à l'origine, ils étaient prévus en 2022. Donc, on s'est dit, il vaut mieux qu'on fasse tout en même temps. On a revu GRDF, on a essayé de trouver une concertation, une conciliation, ce qui a été fait. Donc, c'est la raison pour laquelle ces travaux viennent de démarrer. Le second chantier, c'est un peu dans le même ordre d'idée, dans la même explication. Ça concerne la rue Lyotet. La rue Lyotet, on a un réseau d'assainissement de l'eau qui, lui aussi, est assez vétuste et qui va nous amener dans les années à venir à avoir une réflexion complète de la rue Lyotet sur cet aspect. Donc, décision a été prise pour éviter demain de faire des travaux sur le giratoire au sens large ou le carrefour, de travailler dans toute la rénovation du réseau d'assainissement sur une première partie de Lyotet qui va aller jusqu'à la rue du Rentré. Donc ça, ces travaux-là seront dans une seconde partie qui seront mi-juillet, mi-août approximativement. Et puis ensuite, il y a le giratoire au sens propre. Donc ce que vous voyez aujourd'hui n'aura plus rien à voir avec ce qui sera fait demain. Donc demain, il y aura un giratoire qui sera, j'allais dire, un peu surélevé, d'environ 4 cm, avec des pavés, qui sera bombé, donc qui évitera, j'allais dire, aux voitures de faire des tout droits, comme certains s'amusent à le faire aujourd'hui, à grande vitesse. Donc les tout droits ne seront plus possibles. Pour limiter la grande vitesse de certains ou de certaines qui arrivent au carrefour, on va installer des coussins berlinois. Donc là, ça va ralentir la vitesse. On va sécuriser les passages piétons. On va les reculer, on va les aménager à d'autres endroits, j'allais dire, aujourd'hui. Et on va surtout les sécuriser pour permettre effectivement aux piétons d'être en toute sécurité pour traverser, pour aller dans les différents commerces qui sont là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Sécurité des passages piétons, mise en place des coussins berlinois, on va réduire la vitesse, donc ils sont plus hauts. Donc on a tout un travail, j'allais dire, d'aménagement qui doit être fait à cet endroit-là. Donc je crois que j'ai compris qu'il y avait une question sur la disparition des arbres, c'était ça? On ne touche pas aux arbres, mais absolument pas, il n'y a absolument aucune disparition d'arbres, ils vont rester à tous autant qu'ils sont et peut-être qu'on va regarder si on peut aménager un petit peu plus sur cet aspect, j'allais dire, arbre, parce qu'on est quand même dans un giratoire urbain, mais si on peut continuer à installer un peu plus de verdure, je pense qu'on ne va pas manquer de le faire. Voilà, en termes de fluidité, je suis intimement convaincu qu'aujourd'hui,
Ça va éviter d'avoir des voitures qui vont s'arrêter au feu, qui vont stationner là pendant quelques minutes. Et donc, on aura, à mon avis, beaucoup plus de fluidité toute la journée et notamment aux heures de pointe. Voilà. Alors, on a modélisé, j'allais dire, sur informatique pour la circulation des bus. Aujourd'hui, on a du mal à le faire et à le vérifier parce qu'on n'a pas pu aménager le rond-point. Demain, quand on va commencer les aménagements, on va de nouveau bien faire passer des bus, vérifier que tous les modèles informatiques correspondent à la réalité et je pense que tout ça devrait fonctionner nettement mieux pour le bien de toutes et tous. Voilà. Merci Gérard. Merci Gérard et merci pour le travail que tu accomplis sur ce dossier. Avec d'autres, je voudrais y associer celles et ceux, Anne Touvenot, Francis Sigrist, Bertrand Fols, qui se sont beaucoup investis sur la question, et si j'en oublie, pardonnez-moi, sur la question en particulier de la concertation. Ce rond-point est d'une histoire, désormais un peu longue, mais je vais y revenir. Au moment où est arrivé le premier confinement, vous savez, on a suggéré, il a été lancé dans toutes les grandes métropoles, un développement des pistes cyclables qu'on a appelé depuis les coronapistes parce qu'elles étaient faites un peu à la va-vite, elles n'étaient pas complètement matérialisées, mais c'était pour tester la capacité de développer le déplacement à vélo. Donc, immédiatement, avec Stéphane Klopp, on a proposé tout de suite de réparer une aberration qui était qu'il n'y a qu'un sens aujourd'hui de piste cyclable sur le boulevard Quatennens, qui est un axe très intéressant, qui sera dans le futur plus fréquenté, je vais m'expliquer pourquoi, qui n'avait qu'un sens de circulation de la piste cyclable. Pour une bonne raison, c'est qu'il y a un sens qui est intégralement protégé, en tout cas au moins des carrefours, sinon des véhicules en stationnement, mais au moins des carrefours. Et de l'autre côté, il y a 5 ou 6 carrefours qui sont potentiellement un peu délicats pour un cycliste. Pour faire ça, ça supposait de passer par au stationnement longitudinal. Et c'est intéressant cette affaire du stationnement longitudinal parce que quand on y est passé, au début, les riverains nous ont dit « Ah, c'est affreux, affreux. On a perdu des places de stationnement. » Aujourd'hui, ces mêmes riverains nous demandent de le conserver. Ce qui veut dire que le changement, ça se prépare, ça s'accompagne et ça s'adapte. Et pour venir au rond-point, je n'ai pas perdu de vue la question. Dans le même temps, la métropole nous a dit « Bon, très bien, on vous fait la corde-à-piste, mais… » Et si on expérimentait un rond-point à cet endroit-là? Une drôle d'idée. Si, c'est intéressant, il faut qu'on essaye de réfléchir, le système des feux, les ondes vertes, les machins, tout ce qu'on voit aujourd'hui du côté du boulevard des Aiguillettes, c'est probablement pas, dans la longue durée, l'avenir de la circulation, fût-elle automobile. J'ai un peu réfléchi et j'ai certainement un gros défaut. Quelque part, je pense que si jamais personne ne se jette à l'eau, on ne risque pas de savoir si elle est froide ou moins froide. Et donc est arrivé ce rond-point qui, aujourd'hui, ne peut pas évidemment rester en l'état, et je précise dans la question, ça ne sera pas envisagé. Je vais répondre sur le coup. Est arrivé ce rond-point qui a permis de tester des choses. Et là, pareil que le stationnement longitudinal. En s'arrêtant sur les opinions, aux opinions au bout de 3 jours, on arrêtait tout de suite. Et puis, les opinions ont évolué progressivement. Pas forcément pour s'harmoniser toutes. Et je voudrais revenir au fait que, on parle ce soir, tardivement, de ce rond-point, nous sommes à maintenant presque 1 an de concertation régulière des commerçants, des habitants, des usagers, par voie de flyer, sur place, dans une réunion qui fut relativement animée, comme souvent, ce genre de réunion, toujours sur le routier, c'est toujours très animé, ou par Internet. Et nous avons transmis, en toute transparence, l'ensemble des avis rendus. En tout cas, une synthèse des avis rendus, mais qui est une synthèse strictement fidèle. Alors, il y a des traits contre, il y a des traits pour.
il y a une immense masse de gens plus modérés et qui, de façon absolument indiscutable, à un moment donné, fait ressortir. Alors certes, ils sont moins tranchés que ceux qui sont contre, mais une majorité très significative qui dit « c'est intéressant ». C'est intéressant, comme la question a été posée, la réponse a été apportée par Gérard, pour la fluidité, mais pas seulement. Mon but, c'est pas seulement l'intérêt que j'y porte et que certains riverains, enfin certains habitants usagers ont relevé, c'est pas seulement celui-là. C'est aussi, mais ça dépendra évidemment de la qualité de l'aménagement définitif, c'est aussi d'apaiser la circulation à cet endroit. Parce que les deux axes se prêtent malheureusement trop à l'excès de vitesse, en particulier la partie Quatennose et en particulier la partie Leclerc. Et ces deux axes ont en commun de se prêter à l'excès de vitesse. Alors, sur Quatennose, il y a d'autres fréquentations du type run qui sont pas concernées. Mais en revanche, sur l'usager, disons, classique, ces axes se prêtent à l'excès de vitesse parce qu'il y a le feu vert. Et qu'avoir le feu vert, on a l'impression qu'un certain nombre de conducteurs, dont on a peut-être fait partie un jour, j'en sais rien, leur vie en dépend. Avoir le feu vert, leur vie en dépend. Et en particulier dans la descente de l'avenue du Général Leclerc. À partir du moment où on est sûr de trouver un rond-point, on est sûr de trouver deux choses. On n'a pas plus le droit de passer si on arrive une seconde après ou une seconde avant, pas moins non plus. Et deuxièmement, il est vivement recommandé de faire attention. Et donc, à ceux qui, quelquefois, ont dit au départ, j'ai une appréhension, un certain nombre, pas tous, mais un certain nombre sont passés à, oui, mais du coup, je fais un peu plus attention. On a eu, en revanche, je ne vais pas faire toute la longue sur ce plan-là, d'autres remarques sur la sécurisation de la traversée des piétons, sur le giratoire du bus et sur les vélos. Je n'ai pas oublié les vélos. Les vélos, à ma grande surprise d'ailleurs sur l'équipement actuel, que je fréquente à titre personnel en tant que cycliste, la réponse des associations cyclistes a été que ce rond-point leur convenait. En toute franchise, aujourd'hui, on ne peut rien dire. Parce que sur cette zone-là, sur ce site-là, ce n'est pas le rond-point qui, positivement ou négativement, va changer la question du vélo. C'est le fait qu'aujourd'hui, au niveau du rond-point, il n'y a pas d'itinéraire vélo. Il n'y a pas de suivi, parce que c'est difficile d'aller boulevard Foch entre Villers et Laxou, parce que c'est difficile, et Stéphane y a beaucoup travaillé, de trouver une solution efficace sur la partie avenue de la Libération, et parce qu'un jour ou l'autre, il faudra faire quelque chose dans l'avenue du Général Leclerc, mais si on le fait, il faudra le faire bien, parce que sinon c'est dangereux pour les cyclistes. Donc aujourd'hui, il n'y en a pas, ou peu. En revanche, l'ensemble du dispositif et de l'aménagement qu'évoque Gérard, qui coûtera environ 200 000 € sur l'ensemble, et notamment sur tout le traitement paysager, l'ensemble des aménagements qui vont être faits vont sécuriser les piétons et les cyclistes. Et donc, on aura quelque chose qui s'y prêtera. À la question précise, fort intéressante, de savoir s'il a été envisagé de faire autre chose, oui, pour deux raisons. Bien sûr qu'il a été envisagé de faire autre chose en fonction du retour des concertations. Si dans une concertation, on n'est pas prêt à changer d'avis, il ne faut pas faire de concertation. Et par conséquent, si la concertation nous avait fait ressortir une préférence manifeste, généralisée ou en tout cas majoritaire pour le retour du feu, les feux, on les a, on pourrait les ressortir, ça ne coûte rien du tout. Ça n'est pas ce qui s'est produit, ça n'est pas le résultat de la concertation. Première raison donc, et première étape à franchir. La deuxième étape à franchir, qui a bien failli nous arriver, c'est que le montant des crédits, parce que c'est pas la commune qui paye ces aménagements, c'est la métropole, le montant des crédits affectés à la voirie en 2021 sur la métropole, pour des raisons de gestion budgétaire, à laquelle chacun participe et doit participer, en tout cas en ce qui me concerne, a été très significativement réduit. Et à partir de là, je ne vous cache pas que la question a été de dire, est-ce qu'on n'est pas conduit à abandonner complètement le projet ? Il a été considéré entre la métropole et nous, et surtout de la part d'un certain nombre de
personnes concernées qui avaient participé à la concertation, que c'était vraiment plus le moment de s'arrêter, qu'on souhaitait avoir la confirmation et la pérennisation d'un équipement qui, comme le dit Gérard, n'a rien à voir avec celui qu'on connaît aujourd'hui, qui effectivement est plein d'imperfections, qui a donné lieu à quelques accidents matériels, mais très sincèrement, des accidents matériels au feu, il y en a eu précédemment à cet endroit-là, et il y en a beaucoup à d'autres endroits, donc le feu n'est assurément pas la garantie d'une sécurité au niveau du feu, que ce soit pour des piétons ou pour des véhicules. Et donc, à ce moment-là, j'ai essuyé une levée de bouclier me disant qu'il ne fallait pas s'arrêter à ce niveau-là. Après, il y a une question qui n'est pas posée, qui est est-ce que c'était le moment de faire les travaux? Je vous rassure, pour faire des travaux, il n'y a pas de bon moment. Il n'y a pas de bon moment, il y en a des pas très bons, il y en a des mauvais, il y en a des très mauvais, il y en a des épouvantables. Et il eût été épouvantable, qu'on fasse d'ailleurs quelque chose ou rien, d'avoir à réouvrir, à faire une saignée sur cette voirie après le travail qui était accompli et en pleine année 2022 où très probablement d'autres difficultés seraient arrivées. Nous avons pris toutes les précautions, je tiens à le dire, aussi bien aux usagers, aux riverains et aux commerçants, d'abord d'informations qui avaient été faites je dirais, sur l'ensemble des commerces en physique et sur l'ensemble des habitants en flyer pour faire la correcte information. Et donc, je suis d'ailleurs assez surpris de ce sujet sur les arbres, parce que sincèrement, tout est dans le flyer. Nous avons aussi surtout pris toutes les précautions, et c'est sur intervention personnelle de Gérard que le dispositif est arrivé et s'est amélioré de cette manière-là, pour perturber au minimum la vie des riverains d'une part et l'activité des commerces et activités d'autre part. En particulier, le premier plan prévoyait de fermer d'un seul coup et pour la totalité de la durée entre l'avenue du Général Leclerc fermée actuellement et l'avenue de la Libération jusqu'au niveau de Baudry. Nous nous sommes opposés à cette organisation. GRDF a bien voulu entendre cet aspect. Ça nous permet aussi de maintenir la traversée du rond-point dans le sens Foch-Catenoz et en particulier la desserte de la Bobbio, de la Toubbio, de Miller, des banques, bref, d'une partie des activités sur cet endroit. Pour les autres commerçants, une information complète a été faite pour leur permettre d'informer leurs clients sur la façon de rejoindre leur activité, le temps minimum des travaux auxquels nous n'aurions de toute façon pas échappé, ce qu'il faut bien comprendre, rond-point ou pas rond-point. Ça n'est pas le rond-point qui nécessite ces travaux. Je veux que ce soit clairement compris et entendu par tout le monde. Après, c'est un axe qui est fréquenté. C'est évidemment toujours une difficulté importante. Les travaux ont été mûrement sous-pesés par GRDF qui, je le rappelle, grâce à son action aujourd'hui sur Clairlieu, va permettre le fibrage en très haut débit dans quelques mois de l'ensemble du quartier de Clairlieu qui avait été abandonné par Orange. Donc GRDF est un service public auquel nous devons tous rendre hommage aujourd'hui sur le territoire de Villers parce que les inquiétudes sur la fibre étaient très importantes dans ce qu'on appelle communément la tranche 3 de Clairlieu. Et donc je pense qu'on pouvait être aussi à l'écoute de ce service public-là. C'est jamais marrant, ce sont des travaux lourds, c'est vrai. Mais voilà l'ensemble du contexte et la réalité de la réponse. J'ai pour ma part une certaine impatience à voir le rond-point définitif en espérant qu'il sera à la hauteur des efforts consentis, de la mobilisation des personnes pour répondre de façon très complète. J'ai lu la quasi-totalité des courriers et des participations qui sont arrivées. Elles étaient souvent très constructives et je pense que c'est un très très beau modèle de concertation sur le sujet le plus difficile qui est le sujet routier
il est très difficile parce qu'il y a 67 millions de spécialistes du routier en France, d'une part, et deuxièmement parce que la diversité et la différence d'usage entre un riverain et une personne en transit, entre un piéton et une voiture, sont souvent extrêmement différentes et qu'il faut faire à un moment donné la part de choses de cet ensemble-là. C'est ce qu'on espère avoir trouvé sur, encore une fois, une initiative qui n'était au départ pas la nôtre, à laquelle nous avons accepté de participer, parce que la ville de demain, si on ne contribue pas un tout petit peu à y réfléchir, on la fera jamais. Et donc, il faut aussi accepter de prendre sa part sur ce plan-là. Merci d'avoir posé cette question qui nous permet cette réponse, je pense, assez complète. Notre conseil est terminé. Nous nous retrouverons donc le 29 juin, mardi 29 juin à 20h pour le dernier conseil avant l'été. Et nous nous retrouverons, allez, on va faire un pari. Je vous propose de nous retrouver salle Jean Ferrat, où nous aurons la distanciation sociale nécessaire. Voilà, on va me dire peut-être qu'il y a un concert, une soirée, je vais me faire tuer, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Bonne soirée à tous et à bientôt. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir. Merci, bonne soirée à tout le monde. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. À plus tard. À plus tard. Merde, que ça y est quitté. Au revoir. C'est lui, il est parti quitter.